Alors que Robert Ménard est en train d'arriver sur ce plateau, merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir, maire de Béziers donc, et au cœur de l'actualité pour les raisons que l'on vient d'invoquer, puisque vous avez vu ce matin le procureur de Montpellier dans le cadre de cette procédure dite de plaider coupable. Ce qu'on vous reproche donc, Robert Ménard, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est d'avoir refusé de marier un individu qui était frappé d'une obligation de quitter le territoire français. Vous vous êtes opposé à ce plaider coupable. Ça veut donc dire qu'il y aura un procès, que vous irez devant le tribunal correctionnel. Vous allez continuer de plaider votre bon droit, même si cela risque d'aboutir à une condamnation ? Oui, parce que c'est quand même une situation ubuesque. On me reproche quoi ? De ne pas avoir marié quelqu'un qui, s'il avait été en face de moi dans la salle de mariage à Béziers, j'aurais pu m'étonner qu'il y soit, puisqu'il faisait l'objet d'une OQTF. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une autre OQTF avant, qui n'avait non plus jamais été mise en œuvre. Enfin, attendez, au-delà de l'argutie sociologique, politique, psychologique, juridique, il y a le bon sens. Il n'y a pas une personne, moi je vois les gens qui m'abordent, comprennent même pas qu'on me reproche ça. Enfin, ce qui semble évident, c'est tu dois quitter ce territoire, on va quand même pas te marier. Ce qui, soit dit en passant, complique évidemment la possibilité de te mettre dehors, de t'expulser. C'est ça la réalité. Quant à l'inverse, enfin attendez, c'est pas un symptôme. Je veux dire, c'est pas seulement ça. J'ai entendu votre journaliste. Il a eu des problèmes avec la police chez moi. En 2018, pour une histoire de stup. En 2020, pour un vol aggravé. En 2021, pour un vol aggravé avec violence. En 2022, pour du recel. Il prend 6 mois ou 8 mois, 8 mois de prison et on nous le présente comme un saint. Mais de toute façon, c'est pas le problème. Même il n'aurait rien fait. Le fait... C'est-à-dire que même s'il n'avait pas été condamné, puisqu'on rappelle cette condamnation pour vol avec violence en réunion à 8 mois avec sursis, le seul principe de l'obligation de quitter le territoire français fait que, de toute façon, vous auriez refusé de le marier. Attendez, ça me paraît évident. J'ajoute, c'est pas quand même tout à fait rien ce qu'on dit. C'est-à-dire que ce matin, vous avez celle qui devait être son épouse et leur avocat qui ont menti sciemment. Ça s'appelle mentir. Quand m'accuser de diffamation, m'expliquant, vous allez voir, je vais vous faire un procès parce que non, il n'a jamais été en prison. Enfin, attendez, sa future épouse, il a été condamné. Moi, j'ai jamais dit qu'il a été en prison. J'ai dit qu'il avait pris une condamnation avec sursis en l'occurrence. Enfin, attendez, vous pouvez pas raconter n'importe quoi. L'avocate, elle ment. Deux solutions, ou elle ment sciemment, je ne veux pas le croire, ou elle ne regarde pas le dossier, elle est incompétente, vous choisissez. Comment s'est passée ce matin la procédure de plaider coupable ? Puisque je rappelle le principe de ce type de procédure qui, normalement, permet d'aboutir à un accord, sauf que vous avez refusé. Au début, vous disiez même si la peine est symbolique. En fait, là, de toute façon, vous avez écarté cette procédure de plaider coupable. Comment ça s'est passé ? Ah ben, écoutez, c'est la première fois que je le vivais, je vous avoue que je ne suis pas un habitué de ça. Voilà, on s'est retrouvés avec mes deux avocats pendant 20 minutes avec le procureur. Et voilà, il vous demande si vous acceptez ou pas de plaider coupable. Et j'ai répondu que je ne voulais pas. Je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a donné un certain nombre d'arguments. Mais je vous arrête tout de suite sur ça. Il m'a aussi expliqué, avec l'aide de mes deux avocats, que je n'avais pas le droit de faire état dans cette procédure de ce qui s'était dit face à lui. Mais le climat était tout ce qu'il y a de plus convenable. Mais ça veut donc dire qu'il y aura un procès, oui, c'est ce qu'il m'a expliqué, au tribunal correctionnel, et que vous serez condamné. Puisque, là encore, c'est ce qu'on expliquait juste avant, comme officier de police judiciaire, vous avez l'obligation légale... Comme officier d'état civil... à droit constant, et on parlera tout à l'heure de la loi qui sera au Sénat dans 2 jours, de voter, de marier un individu, qu'il soit frappé d'une OQTF ou pas. Mais pardon, on va pas faire du droit, je suis d'abord incapable, et ça n'intéressera pas grand monde. Sur quoi se base la France sur ça ? Sur la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle a signée, dont l'article 12, honnêtement, je n'étais pas spécialiste de l'article 12, explique que c'est un droit de se marier et donc qu'on ne peut pas le remettre en question. Mais que c'est un droit qui s'applique dans le cadre de la loi nationale. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, au Danemark, signataire aussi de la même convention, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un si cette personne est en situation irrégulière.
Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel français a une vision extensive de ce droit. C'est-à-dire, il dit rien, absolument rien, ne peut le remettre en question. C'est un vrai débat. Oui, ce sera pas simple de sortir ça. Je vais pas vous dire que il suffirait de volonté comme ça affichée. Oui, ça pose peut-être la question de la Constitution elle-même. On entendait tout à l'heure le maire d'Aumont, Stéphane Wilmotte. Est-ce que vous avez eu des témoignages que beaucoup de maires ont été, au fond, face à ce genre de situation? Parce que on a le sentiment que, à la fin, les maires, par crainte de la condamnation, ils finissent par soit marier, soit déléguer cela à un adjoint, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu, pardon Robert Ménard, mais jusqu'au boutiste, à ne même pas vouloir faire une procédure de plaider coupable et aller jusqu'au tribunal correctionnel? Et les principes, ça n'existe pas dans la vie pour vous. Vous en foutez. Mais moi, je m'en fous pas. Oui, c'est vrai, il n'y a aucun maire qui a fait ça. Parce que, enfin, attendez, la dissuasion est terrible. Moi, je n'avais pas compris que je risquais ça. Honnêtement, je ne savais strictement rien. Sinon, vous ne l'auriez pas fait? Ben, attendez, oui, non, je pense que je l'aurais fait, mais j'ai pris la mesure du risque quand mes avocats sont venus me dire, quand j'ai décidé de ne pas le faire, ils me disent, mais vous savez que vous risquez 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et d'être déclaré inéligible. Ce qui n'est pas tout à fait rien comme maire. Et puis on est à la veille d'élection. Tu te dis, je prends un risque comme ça. Et c'est vrai que moi, j'en ai parlé avec un certain nombre de maires. Alors, je ne vais pas les citer là, parce que c'est des copains qui m'ont dit, mais attends, nous, ça nous est arrivé. Et puis attends, on a mis les pouces au bout d'un moment. Ou c'est quand même un peu lâche, dire je vais pas le faire, je vais le faire par un adjoint. Honnêtement, j'ai envie de me regarder dans une glace et je me voyais pas demander à un de mes adjoints de le faire à ma place. Alors peut-être que c'est jusqu'au boutiste, c'est juste, me semble-t-il, au moins ça permet de mettre sur la table un vrai problème. Parce que, attendez, moi on le sait là, mais combien de gens doivent être mariés alors qu'ils font l'objet d'une OQTF et on n'en sait rien dans les mairies. Parce qu'on n'en sait rien. Mais Robert Ménard, pour continuer ce débat et se dire que peut-être parfois les choses sont complexes, je voudrais qu'on écoute celle qui devait épouser Moustapha B avant que vous ne procédiez pas à ce mariage et qu'il soit expulsé vers l'Algérie. Elle est au micro de Boris Karlamov. Écoutez. C'est très dur de s'en remettre. Ça a été une dégringolade et les gens n'ont pas considération de ce qui nous a été fait. Les gens croient que M. Ménard a agi en grand super-héros et qu'il a sauvé la France d'un troubleur d'ordre public alors qu'il a juste gâché une vie de famille. Et c'était juste un numéro de titre de séjour. Il avait eu un récépissé. C'était pas un voyou et on était là juste pour s'aimer. On voulait vivre notre vie tranquillement, c'est tout. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ça? Attendez, j'ai envie de la croire, sauf que c'est pas vrai. Elle s'est plainte aussi ce matin de la médiatisation. Je n'ai jamais prévenu la presse de cette histoire. C'est la partie en question, ces avocats elles-mêmes qui ont prévenu un certain nombre de journalistes. Écoutez, je vais vous raconter quelque chose parce que moi, je veux bien croire ça, mais quand même, il ne faut pas me prendre pour un débile complet. La veille du non-mariage, je ne sais pas comment dire, du non-mariage, Madame Eva Marty prévient mes services qu'elle souhaite me rencontrer. J'accepte de la voir, évidemment, et je la vois 2 heures avant ce qui aurait dû être le moment où je la marie. Elle est dans mon bureau, je la reçois dans mon bureau, et je me sens un peu mal à l'aise en me disant, peut-être que c'est terrible pour elle, elle l'aime, et elle va être scandalisée, surtout elle va me te dire, oui, c'est à cause de toi que je suis malheureux. Je n'ai pas eu un mot de ce type-là. Pas un mot. Vous a dit quoi? Rien. J'ai eu des éléments de langage d'association pro-immigration. Tout le temps, pas un mot. Et summum de cette histoire, à un moment donné, je m'aperçois qu'en douce, elle était en train de m'enregistrer. Attendez, vous croyez que j'ai envie de la croire? Je vais juste, parce que, contrairement à son avocate, j'ai lu, mes avocats ont lu exactement ce qu'il y a dans les déclarations, dans les dépositions. C'est dans les dépositions de l'individu Moustapha B. Exactement, son fiancé, son compagnon. Il dit, je le cite, parce que quand même, je tiens à préciser, c'est lui qui le dit, personne ne lui pose la question, je tiens à préciser que son loisir principal, celui d'Eva, de celle qu'il voulait épouser, est également politique, parce qu'elle s'intéressait à autre chose, affiliée à la gauche anti-Ménard. C'est moi qui le dis ça. Et donc c'est quoi, Robert Ménard? Si je vous écoute bien, tout ça est une sorte d'opération visant à vous nuire Ah non, je vous dis pas tout ça. Je vous dis que l'image de la femme éplorée, qui n'a aucune vision politique,
qui est au-dessus de la politique, qui n'a aucune envie de médiatiser, dont le chéri est un saint, c'est un conte de fées. Il a été à 4 reprises, il a eu affaire à la police municipale, à la police nationale, pardon, contrairement à ce qu'ils ont affirmé les uns et les autres ce matin. Il a bien été condamné à 8 mois, vous me dites 8 mois, avec je crois sursis, de prison avec sursis. Non, elle n'est pas une petite sainte, elle non plus. Elle fait aussi de la politique. Par ailleurs, qu'il s'aime ou pas, pardon, c'est pas exactement mon affaire. Oui, non, parce que vous avez aussi dit, Robert Ménard, que vous soupçonniez quoi, un mariage d'accommodement, ce qu'on appelle un mariage gris ou blanc, pour lui permettre d'avoir des papiers. Mais quand mes services ont été prévenus de ça, en général, ils saisissent tout de suite les services de la ville, l'état civil. Ils saisissent tout de suite le procureur pour savoir ce qui se passe. Moi, ils sont venus m'en parler cette fois-là. Ils viennent pas tout le temps m'en parler, parce qu'il y en a souvent des mariages blancs ou gris. Et là, ils sont venus m'en parler parce qu'il y avait une spécificité qu'on n'avait jamais vue, en tout cas à la ville de Béziers, c'est qu'il était sous OQTF. Et ça pose un autre problème. C'est pour ça, non, contrairement à ce que vous dites, ou contrairement à ce que disent un certain nombre de journalistes, moi, mon problème, c'était pas que c'est un mariage d'amour ou pas. Parce que malgré tout ce que je viens de dire, peut-être qu'elle ment parce qu'elle aime. Peut-être qu'elle demande à son avocat d'arranger la réalité parce qu'elle aime. Moi, j'ai rien contre eux, je ne les connais pas. C'est pas moi. Attendez, pardon, ce n'est pas moi qui les expulse en dehors de la France. C'est pas moi, contrairement aussi à ce qu'elle a expliqué ce matin. C'est juste, pardon, parce que son compagnon est sous OQTF, en situation illégale en France. Il faut juste se rappeler ça. Moi, je n'en fais ni une affaire personnelle, ni une affaire d'amour ou pas d'amour. C'est pas mon problème. Je m'interroge sur un certain nombre de ses propos et je me retrouve dans une situation où je ne veux pas marier quelqu'un qui, normalement, ne devrait pas être en face de moi. Et sur cette décision, Robert Ménard, vous avez été soutenu par une bonne partie de la classe politique, chez les macronistes, à droite, au RN. À gauche, c'est l'inverse, sans grande surprise. Regardez ce tweet de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Voilà ce qu'il dit. Le droit de s'aimer et de se marier est un droit fondamental. Le bafouer pour se payer une petite campagne médiatique est minable et odieux. Ménard devrait avoir honte d'avoir brisé ainsi le bonheur d'un couple. Il salit l'image de la France avec ce spectacle dégoûtant. Voilà ce que dit Manuel Bompard. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous voulez que je réponde sur le même ton? Je vais m'en passer. Oui. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, dans cette histoire? C'est pas une histoire d'amour. D'abord, j'ai mis un certain nombre de bémols sur le récit que fait Eva de leur histoire et du garçon formidable qu'il est, parce que sinon, pardon, il n'aurait pas eu une OQTF et il n'aurait pas été expulsé s'il s'était comporté correctement comme un étranger doit se comporter dans un pays d'accueil. Rien, enfin, c'est de la politique politicienne. Écoutez, il y a un certain nombre de maires qui me soutiennent qui ne sont pas... Il y a des maires de gauche qui vous soutiennent? Il y a des maires qui ne font pas de la politique. Ce matin, il y avait une trentaine d'élus. Il y a des élus qui ne sont pas de droite. Des maires de gauche? Qui sont, qui doivent être d'une gauche... Pas à la France Insoumise, si c'est ça votre question. Social-démocrate, je ne sais pas comment il faut dire. Enfin, d'une gauche qui, sur ces terrains-là, partage exactement la même chose que moi. Aucun maire n'a envie de se retrouver devant cette situation. C'est juste ça. Et quoi que dise M. Bompard, il doit y avoir 80%, y compris de son propre électorat, qui ne comprend pas qu'on puisse faire ce genre de choses. Deux questions encore sur cette question de la loi, notamment de la perspective d'une évolution de la législation. Un texte sera débattu au Sénat dans 2 jours. Sauf que, là encore, c'est ce qu'on abordait juste avant sur ce plateau, il y a une grosse question sur la constitutionnalité de cette loi. Est-ce que, là encore, on ne promet pas à des maires, comme vous ou d'autres, la perspective de faire changer la loi si, de toute façon, la Constitution l'en empêche? Est-ce que vous croyez, au fond, à la possibilité sérieuse que la loi évite ce genre de situation? Aujourd'hui, telle que la majorité tel qu'on conçoit le rôle du Conseil constitutionnel, ça va être, je sais pas, un trou de souris pour pouvoir en faire passer ça. Vous croyez que je suis assez con pour pas m'en rendre compte? Non, je ne permettrai pas. Mais... non, enfin, vous rigolez, bien sûr que je m'en rends compte. Tout le monde s'en rend compte. Tout à l'heure, vous faisiez état de débats qui ont déjà commencé au Sénat sur ça. Ça a juste un intérêt, cette affaire. Enfin, un intérêt, j'espère que je ne vais pas le payer quand même à un prix démesuré. C'est donc d'attirer l'attention sur cette contradiction. Vous l'avez dit 4 fois, mais c'est ça. Je suis à la fois obligé de le marier comme officier d'état civil et en même temps, on me demande comme officier de police judiciaire, en gros, d'assurer la sécurité, la tranquillité dans ma ville. Et donc de faire appliquer, en l'occurrence, et de prévenir que cette situation n'est pas normale. Juste quand même un mot. Moi, j'ai prévenu une semaine avant, à la fois
les services préfectoraux, la police et la justice en leur disant « Vous allez me foutre dans cette situation-là ». Il n'a pas été expulsé. Et moi, j'aurais dit « Vous voulez l'arrêter ?» Pour l'expulser, c'est très simple. Vous venez à l'hôtel de ville, il y a les bancs, puisque les bancs avaient été déclarés et tout. Venez donc le chercher et vous l'expulsez. Vous ne le faites pas après. Dieu merci, ça a été fait après grâce au préfet de l'époque, mais il fallait le faire avant. L'avocate ce matin, Maître Hedberg, qui défend donc ce couple, disait peut-être que Robert Ménard, au fond, s'il plaide pas coupable maintenant, c'est parce qu'il espère que la loi passe et que la loi ait un effet rétroactif et lui permette d'éviter la condamnation. C'est pour ça que vous avez pas plaidé coupable en Ce que je lui propose je propose à cet avocat de regarder le dossier, de pas mentir le matin devant tout le monde, d'être obligé le soir de changer d'avis parce qu'elle s'est aperçue on s'est aperçu qu'elle mentait. Rien du tout. Moi, ça m'est tombé sur la figure. Je me suis dit qu'il fallait juste faire ce que je fais. Juste dire, il y a une espèce de manquement au bon sens. Et comme maire, vous savez, je le vois, le bon sens bafoué tout le temps sur plein d'autres sujets. Vous avez eu un mot de soutien de François Bayrou, maire de Pau également? Non, j'ai rien reçu de François Bayrou, non. Si c'était à refaire, vous le referiez? Bien sûr. Donc si demain la situation se représente, vous referiez exactement la même chose? Attendez, vous faites quoi dans la vie? Une fois vous dites quelque chose, vous y tenez un minimum. Attendez, il n'y a pas mort d'homme, il ne faut pas exagérer. Je suis pas en Russie ou en Arabie Saoudite. Donc on est dans une démocratie où on peut se battre sans risquer demain la prison. Encore que là, en l'occurrence, c'est le cas. Oui, puisque vous risquez de la prison. Non, tu peux même, si tu tombes sur un juge... La seule chose qui me fait peur dans cette histoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est demain d'être... Vous l'avez dit, devant un tribunal correctionnel et de trompe correctionnelle, et de tomber sur des magistrats qui, eux, n'auront pas le goût de la modération, comme il y en a d'autres, et qui soient très politisés. Oui, en même temps, ils appliqueront la loi et le droit. Oui, mais il y a une façon de l'appliquer. Vous savez, on aurait pu même imaginer qu'il n'y ait pas de poursuite dans ce cas-là. Ça peut arriver. Les poursuites, c'est le parquet qui en décide. Robert Ménard, je voudrais avoir votre regard sur quelques sujets d'actualité que vous avez l'habitude de commenter sur cette antenne, notamment dans notre émission du dimanche soir. D'abord, cette information qui vient de tomber, puisque BFM TV vous révélait il y a quelques instants un document faisant état d'un niveau de connaissance de la part de la ministre de la Justice, garde des Sceaux Élisabeth Guigou, en 1998, qui était au courant des accusations de violence sexuelle à Notre-Dame de Bétharram. C'est l'angle d'attaque qu'a choisi aujourd'hui le Premier ministre François Bayrou pour précisément contre-attaquer en disant « d'autres savaient ». Et de fait, ce qu'on vous révèle ce soir, ce que BFM TV vous révèle ce soir, c'est que Élisabeth Guigou avait reçu un courrier que l'on voit, un courrier qui venait d'abord de la cour d'appel de Pau et du parquet, et qui montre qu'elle était avertie de la gravité des faits. Est-ce que ça, c'est une... comment dire, je ne vais pas dire un bon angle d'attaque pour François Bayrou, mais en tout cas, ça veut dire que si lui était au courant, d'autres l'étaient également. Oui, c'est ce qu'il essaye d'expliquer. Écoutez, je vais être très prudent sur ça. D'abord parce qu'on n'a pas sa réponse à elle. Qu'est-ce qu'elle en dit? Est-ce qu'elle l'a eu elle-même en main ou pas? Ou est-ce que ça a été dans son administration et ça n'est jamais arrivé sur son bureau? Honnêtement, vous n'en savez rien, j'en sais rien. Donc il faut faire très très attention. La leçon quand même, c'est que avant de taper sur ton mec en face parce qu'il n'est pas dans ton camp politique, tu fais bien de regarder, de balayer devant ta porte. Parce que je vous rappelle quand même, on en parlait dimanche ensemble, le point, il y a un an, ils avaient parlé de cette affaire. Est-ce que vous aviez C'est vrai qu'il y avait des révélations au mois de juillet qui, à l'époque, n'avaient pas intéressé grand monde. Intéressé personne. Est-ce que vous aviez un élu, militant, un bompard, pour prendre l'exemple, qui aurait crié, qui tapait du poing? Ça, pas du tout. Ça les a intéressés, cette affaire-là, quand M. Bayrou est devenu Premier ministre, et c'était un angle d'attaque. Voilà. Et en même temps, Robert Ménard, pardon, mais commencer par dire, quand on est François Bayrou, je n'étais au courant de rien, maintenant, c'est d'autres savaient. Mais je pense... c'est pas exactement la même chose. Non, mais attendez, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant. Est-ce qu'il était au courant que des affaires de violence qui sont inexcusables, de ce monsieur qui en a tapé un autre
Un Alors, gosse. il y a les violences physiques. Et là, dans le cas d'espèce, le courrier concerne les accusations de viol du père Caricart qui a fini par se suicider je dis pas, quelques années après ces accusations. C'est terrible de taper sur un gosse et de lui faire perdre une partie de son nuit. C'est encore pire, évidemment, quand c'est des affaires de viol. Je ne sais pas. Est-ce que François Bayrou a eu des maladresses quand il a dit au début « je n'ai été au courant de rien » alors qu'il était au courant de quelque chose? Mais être au courant de quelque chose et être au courant de tout, c'est pas tout à fait du même tonneau. Voilà, et puis je fais attention à ce que je dis. Je pense qu'il fut une époque où les gens, à tort, n'étaient pas aussi regardants sur ces questions-là. Où on acceptait. Là, je ne dis pas que les uns et les autres ont accepté. Est-ce qu'aujourd'hui, ça remonte donc il y a 20 ans, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je crois honnêtement, alors je ne vous dis pas il y a 50 ans, que le regard n'était pas aussi rude sur ça. Et tout le monde avait tort de le faire. Voilà, je sais pas, je vais regarder comme vous, je n'en sais rien. Et on attend effectivement la réponse de... Quand même, le seul problème de fond, mais on va pas y revenir, parce que ça fait un peu nier de le dire, mais c'est quand même la vérité, c'est que le problème, c'est d'abord les gosses en question. Absolument. Et les combien il y en a? Plus d'une sexuelles. centaine. Plus d'une centaine de plaintes. Plus d'une centaine de plaintes. C'est quand même ça. Comment on a pu laisser faire ça pendant tant d'années? Et ça, je ne sais pas qui est responsable. François Bayrou, qui demain va faire face à une motion de censure pour... je suis sûr que l'expression va vous plaire, dénoncer la trumpisation et la lepénisation du débat public. C'est une motion de censure qui est déposée par les socialistes. Ça vous rend, François Bayrou, plutôt sympathique, ça, j'imagine, non? Moi, je trouvais que quand il a parlé de sentiment d'insécurité... Sentiment de submersion migratoire. De subversion migratoire, pardon. Sentiment d'insécurité, c'était avant, c'était les mêmes. On peut enlever les mots sentiments et garder la submersion. Dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de départements, il y a une submersion migratoire, c'est évident. À part de ne pas voir les choses, je ne comprends même pas une partie des débats. Honnêtement, je vous jure, ça me dépasse. Qu'on nie l'évidence. Après, à partir du constat, oui, je ne sais pas combien, en Seine-Saint-Denis, il doit y avoir 25 ou 30% de gens en situation étrangers. Vous voyez bien, ce dont il était question, c'était l'utilisation du terme submersion, qui est un terme notamment popularisé par Jean-Marie Le Pen quand il parlait d'immigration. On peut parler d'immigration, ne pas se voiler la face, sans pour autant avoir recours au lexique d'un parti qui, normalement, n'est pas le parti de François Bayrou. Mais je m'en contrefous du lexique de tel ou tel parti. Quel est le problème? Si ce mot-là, il colle à la situation aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, dans des parties du département, il est vrai, je me contrefous. Alors, vous allez quoi? On va prendre le dictionnaire et tous les mots qui ont été utilisés par l'extrême droite ou l'extrême gauche, on va s'empêcher de les utiliser. Ça n'a pas de sens. C'est la réalité qui compte. C'est exactement pareil que pour ce qui se passe dans ce collège dont on a parlé à l'instant. La seule chose qui compte, c'est comment on lutte contre les violences qui sont faites, les viols sur les enfants, plutôt que de l'utiliser politiquement. Et pareil là, est-ce qu'il y a un problème d'immigration en France? Attendez, qui peut le nier? Je ne sais pas comment on peut le nier. Fois, Robert Ménard, et en même vérité avérée, on peut dire qu'il y a un problème d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Ça rejoint la thématique qu'on abordait au début de cet entretien. Se dire qu'il faut s'interroger sur la question de faire diminuer l'immigration illégale, sans pour autant considérer que le pays est submergé tout entier par un flot migratoire qu'on ne peut plus contrôler. Mais est-ce que j'ai dit ça? Non, mais c'est la question que je pose. Non, mais attends, je dis pas ça. Je vous dis, je fais justement attention chaque fois que je vous réponds en vous disant, ça concerne certains quartiers, ça concerne certaines parties du département. Évidemment, il n'y a pas une submersion migratoire dans toute la France. Enfin, là encore. Mais attendez, encore une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas être un tout petit peu raisonnable? Pas faire de la politique de merde, de la politique politicienne, partisane, sur le dos des gens. Moi, je sais, dans un certain nombre de quartiers, la submersion migratoire, le malheur qu'elle fait, le malheur, y compris d'abord pour les gens en question. Parce que quand tu es dans une école où tu as 90% d'enfants issus de l'immigration, où tu as une telle difficulté de parler avec les parents parce qu'ils parlent mal le français et tout, ça fait le bonheur de ces enfants-là? Non. Alors c'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, je m'en contrebalance. Le problème, c'est qu'en France, tout est vu au prisme de tes intérêts de parti. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet. Je ne vais pas revenir sur Bompard. On pourrait être d'accord sur ça. Il aurait pu dire, non, par rapport aux reproches qu'il me fait, en disant, oui, il y a quand même un problème que le maire, il soit obligé de marier des gens alors qu'ils ne sont pas en situation de... Non, c'est au-dessus de ses forces. Honnêtement, c'est d'un minable.
Un mot, c'est encore une affaire partisane, mais elle va faire l'actualité demain. Les Républicains aujourd'hui, les députés, les Républicains, ont dit qu'ils s'opposaient à la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Et il faut rappeler que la nomination capote si 3/5 des parlementaires, députés, sénateurs, s'opposent à cette nomination. Est-ce que là encore, puisque je reprends votre terme, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'était votre idée, il n'y a pas une forme d'hypocrisie sur ce qu'on reproche à Richard Ferrand, à partir du moment où, au fond, il a le profil à peu près, à quelque chose près de tous les présidents qui ont été nommés à la tête du Conseil constitutionnel. Ils auraient fait la même chose. Qui est assez niais pour imaginer que si c'était eux, si c'était un type de droite qui était chef de l'État, il aurait choisi autre chose qu'un proche de lui. Alors, il y a toujours quelqu'un qui va me répondre, oui, mais enfin, je sais pas, Badinter, par exemple, il avait une vraie expérience, enfin, il connaît mieux le droit que vous ou moi, ça doit pas être difficile. Que moi, c'est sûr. Et que moi, c'est évidemment. Mais enfin, quand même, qu'on utilise aujourd'hui les nominations pour mettre des gens proches de chez vous, proches de votre camp, Fabius, il était très à droite, hein. Enfin, il faut pas rigoler, il faut se calmer. Et en même temps, je dis ça, et pour être tout à fait honnête, je le comprends qu'on choisisse quelqu'un proche de ses idées. Pourquoi ? Parce que c'est le Conseil constitutionnel. On l'a vu sur cette histoire qui m'arrive à moi. Son interprétation des choses, là, sur le mariage, une interprétation extensive qui fait qu'il dit que dans aucun cas, on peut interdire le mariage. Vous demandez à Richard Ferrand, s'il est nommé, d'interpréter la loi et la Constitution de telle manière pour que... Est-ce qu'il va le faire ? Pour que vous puissiez passer je vous trouve un peu alerte de la là. Constitution. Je vous trouve un peu alerte en termes de prospective, parce que j'ai bien compris, il n'est pas sûr d'être nommé. C'est pas sûr, c'est les 3/5. Selon les comptages, ça pourrait passer ric-rac, mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup moins sûr que ça ne l'était il y a quelques jours. Robert Ménard, je voudrais qu'on parle un petit peu de la situation internationale, et puis on parlera de vous et de vos ambitions politiques, puisque savoir si vous en avez, peut-être. Au-delà de la seule ville de Béziers, mais juste avant, je vous ai souvent entendu d'ailleurs sur ce plateau, le dimanche, dire du bien de l'élan d'optimisme suscité par Donald Trump, par Elon Musk, son acolyte qui taille à tour de bras dans l'administration américaine. Est-ce que quand vous voyez Donald Trump qui refait de Vladimir Poutine, qui était un paria jusque-là, quelqu'un avec qui l'on peut converser à l'échelle géopolitique, est-ce que vous avez le même enthousiasme, ou est-ce que, au contraire, vous dites non, là, il est en train de dépasser les bornes? On n'est pas obligé de juger les gens d'un bloc. Moi, je trouve que le souffle qu'il donne aux États-Unis, mais je suis pas américain, un regard qu'il a, même s'il est excessif sur l'immigration, on parlait de l'insécurité, ce qu'il dit de l'insécurité dans son pays, tout ça, tu peux le saluer, tu peux comprendre qu'il y a une majorité, parce que cette fois-ci, il a une majorité des Américains qui ont voté pour lui. Ce qu'il fait sur l'Ukraine, c'est une saloperie. C'est un nouvel accord de Yalta. On se dépaisse, on divise un pays sur son dos. Enfin, on a quand même des mémoires, la Tchécoslovaquie. Je ne dis pas évidemment, il faut faire attention sur les comparaisons. C'est quoi? C'est Munich 1938 oui, je te donne ça, je prends ça, et on va regarder les sous-sols de façon annexe, qu'est-ce qu'il y a comme métaux rares, qu'est-ce qu'il y a comme gaz noble, et on va se partager les zones d'influence. C'est une saloperie absolue. Vous vous rendez compte? Ça va faire 3 ans, là, mais c'est le 24, non? 24 février, oui, dans le quelques 24, jours. Ça fait 3 ans que des dizaines de milliers d'Ukrainiens meurent pour défendre leur pays. Et un salaud absolu qui s'appelle Poutine, et de l'autre côté, un cynique absolu, un marchand absolu, un épicier absolu, un dealer, au sens je fais des deals absolus, se partage ton pays dans ton dos. Et nous, en plus, on n'a même pas le moyen, nous, je parle les Européens, de peser en quoi que ce soit. Bien sûr que c'est terrifiant, terrifiant. J'ai envoyé hier un mot, je suis jumelé avec une ville en Ukraine par solidarité. Ouais. Et évidemment, j'ai écrit au maire, il est catastrophé, vous imaginez. Et l'Europe et la France dans tout cela, Emmanuel Macron a convoqué une réunion hier, une réunion d'urgence autour d'un certain nombre de pays, principalement avec une force militaire.
Emmanuel Macron qui, lui, avait tant parié sur la relation qu'il avait avec Donald Trump, Oui, sur aussi la préscience qu'il avait. Rappelons que c'était l'un des premiers à envisager la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Là, il est dans une situation d'impuissance absolue. oui, mais voyez, même, regardez Macron. À la fois, moi ici, comme vous le soulignez, au début, il a cru que allez, le feeling, parce que je te tape sur l'épaule, l'un l'autre, ça allait suffire à arrêter Poutine. T'imagines le personnage, il vient du KGB, s'il est capable d'être sensible à ça. Mais ensuite, pour ça que j'essaye de pas avoir des jugements comme ça, tout en noir et tout en blanc. Rappelez-vous les attaques dont il a été victime, quand il a dit qu'il faudrait peut-être envoyer du matériel et ensuite des hommes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des hommes. Le problème dans cette histoire-là, c'est qu'au fond, quand on discute, comme ils ont discuté, c'était 8 pays européens, est-ce que oui ou non, on va envoyer des hommes? Ils ne sont pas d'accord. Non, mais même s'ils étaient d'accord, c'est prendre acte qu'on a perdu. Parce que c'est dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu. Voilà. Et le cessez-le-feu aujourd'hui, tout le monde sait qu'il se fera sur le dos des Ukrainiens, que tout le Donbass ne redeviendra jamais ukrainien, que la Crimée restera russe. Et c'est au fond, je comprends qu'on le fasse. Je comprends que l'Europe essaye de jouer au moins ce rôle-là. Mais c'est prendre acte de notre défaite. Je dis notre, parce que la défaite des Ukrainiens, c'est notre défaite si elle est actée comme ça ressemble à ce qui va s'arriver, ce qui va arriver dans les jours, dans les semaines à venir. Je voulais qu'on parle aussi, Robert Ménard, de l'émotion et de la douleur. Le Hamas qui a annoncé qu'il restituera après-demain jeudi le corps de 4 otages retenus dans la bande de Gaza, dont ceux de la famille Bibas, Chiri, la maman, et ses 2 enfants, Ariel, 5 ans, et Kfir, 2 ans. Voilà, on voit les photos, notamment les visages d'Ariel et de Kfir, qui sont devenus des sortes d'emblèmes de l'horreur du 7 octobre, de l'horreur des prises d'otages dans la bande de Gaza. Je demande votre réaction à cette... Il y avait un espoir, même si, évidemment, on craignait le pire. Mais là, visiblement, c'est ce qu'a annoncé le Hamas, la restitution des corps sans vie de ces otages. Vous avez vu, c'est des bébés. Des bébés. Otages. C'est des monstres, ceux qui ont fait ça. Comment tu fais la paix? Comment tu imagines un futur, un avenir, pas commun, mais pas conflictuel, avec des gens qui font ça? Qui font ça? Une fois de plus, les enfants qui meurent à Gaza sous les bombes israéliennes, c'est terrible. Mais Israël et les bombardiers d'Israël ne visent pas les enfants. Là, ils ont été pris en otage avec leur maman. C'est une monstruosité. Et tout à l'heure, M. Bompard, sa capacité, pardon, vous aviez qu'à pas me parler de lui, mais sa capacité, lui et son parti, à ne jamais avoir les mots par rapport à cette monstruosité dont je viens de parler, et de trouver toutes les excuses. Parce que dans son parti, vous vous rappelez, un mouvement armé, le Hamas, un acte de résistance, le Hamas, mais ils se disqualifient à vie, ces gens-là. À vie. Moi, je suis d'une génération où je croyais que après la Shoah, on a mis du temps après la Deuxième Guerre mondiale, mais après la Shoah, plus jamais on imaginerait avoir le 10e de prudence dans la dénonciation de quelque chose de ce type-là. Et là, vous voyez toute une partie de notre classe politique qui, par rapport à ces 2 enfants, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire qu'ils sont quoi? Ils étaient juifs. C'est ça qu'on leur reproche. Ils sont juifs, ils ne sont pas israéliens. Ils sont juifs. C'est pas pour rien que je porte depuis tout le temps, ici, vous le savez, ce signe qui rappelle qu'il y a des otages. Et on a entendu votre émotion, Robert Ménard. Pour terminer cet entretien, je me rappelle de ce sondage, plus qu'un sondage, une grande enquête d'il y a quelques jours, dans le Cevipof, enquête du Cevipof dans les colonnes du Monde, qui montrait le rejet, le dégoût de la politique de la part des Français, avec une exception, qui est d'ailleurs une exception assez fréquente, concernant les maires, les élus locaux. Est-ce qu'en voyant cette enquête-là, ça vous a donné des idées pour la suite? Oui,
maire de Béziers. Ah, vous dites oui? Non, non, attendez, je comprends la question. Non, vous allez voir, je fais exprès de vous dire un oui, pas tout à fait à votre question. Oui, je pense que les élus locaux devraient jouer un rôle plus important. Oui, je pense que les maires, vous y faisiez allusion, les seuls élus, il y en a une catégorie, c'est les maires qui restent populaires. Plus de 60% des Français leur font confiance. Je ne vous dis pas les autres, jusqu'où ça tombe. Oui, il y a la place aujourd'hui pour une approche qui ne soit pas partisane, qui regroupe des maires. Moi, je leur dis aux maires, à mes copains maires, je leur dis, mais on devrait se mobiliser ensemble, on devrait imaginer ensemble quelque chose, et on peut se retrouver. Écoutez, moi, j'ai discuté avec des maires qui n'ont pas mon avis. Quand vous discutez en privé avec un maire de gauche, je ne parle pas d'un maire de la France Insoumise. D'abord, je ne sais même pas s'ils ont de nom, d'ailleurs. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Ou des écologistes. Quand tu parles. Les autres, tu peux discuter. Au moins, on est d'accord sur un constat. Et pourquoi on n'arriverait pas ensemble à faire quelque chose? Mais alors, arriver ensemble à faire quelque chose, est-ce que ça peut vouloir dire être candidat à l'élection présidentielle? Non, mais attends, je ne vais pas vous dire là, c'est ridicule. Je vous demande pas une déclaration de candidature. Je dis juste, par exemple, j'ai posé la question, il était à votre place il y a quelques jours, à Michel-Édouard Leclerc, en lui demandant si, pareil, je lui ai soumis un sondage où il était testé en souhait de candidature, et je lui dis, est-ce que, voilà, d'une façon ou d'une autre, vous prévoyez de participer au débat en vue de 2027? Il m'a répondu oui. Ah non, mais moi, je vais participer au débat en 2027 pour aider à ce que je vous dis là se réalise. Avec qui, comment? Je sais pas, il y a d'autres maires avec qui je peux discuter. Est-ce que dans l'éventail des possibilités, il y a une candidature de Robert Ménard en 2027? Non, pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Alors peut-être que ça va vous paraître débile ce que je vous dis, vous avez le droit de le penser. N'acquiescez pas, soyez gentils, disant non, non, je ne vous juge pas complètement débile. Honnêtement, je trouve qu'il faudrait une prétention de ma part pour dire ça que je n'ai pas. D'autres ont moins de précautions, hein, Robert Ménard. Comment? D'autres ont moins de précautions. Oui, mais ils les ont moins. Moi, je doute trop de ma capacité à répondre. Je suis toujours sidéré, je vais vous dire quelque chose, toujours sidéré de la capacité des hommes politiques à répondre à tout. Moi, il y a des domaines entiers où je ne connais rien. Mais même comme maire, il y a des domaines où je ne comprends rien. Et je me dis, quoi, tu vas avoir ces prétentions-là? Mais vous avez raison, il y en a qui n'ont jamais ces états d'âme-là. Mais vous participerez au débat en 2027? Ben bien sûr, attendez. Et j'espère encore une fois que les élus locaux, un élu local sera capable d'incarner une autre façon de faire de la politique. C'est un peu gnangnan de dire ça, mais il y a une autre façon de prendre des risques, de ne pas changer d'avis, de ne pas se mettre toujours à l'abri et de se dire que, attendez, c'est formidable d'être maire. C'est formidable. Moi, je ne suis pas le genre à me plaindre tous les matins. Écoutez, essayons de transformer cette envie d'être maire. Peut-être que sur 4 ou 5 sujets nationaux, on pourrait apporter des réponses. Et peut-être je vais participer à ça, oui. Merci Robert Ménard, maire de Béziers, d'avoir été l'invité de Tout le monde de savoir et d'avoir donc réservé votre réaction à BFM TV après ce qui s'est passé ce matin, le refus de plaider coupable. Et il y aura donc un procès, vous serez au tribunal correctionnel, pour ne pas avoir marié un individu qui était frappé d'une OQTF.